Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. On s'est donné 2 minutes supplémentaires pour accueillir les dernières personnes. Merci de vous connecter aujourd'hui et donc de participer à distance à ce webinaire. Je suis Arnaud Carré, responsable du pôle éducation chez GoFluent. Et je suis donc aujourd'hui accompagné de Claire Sebastini, qui est directrice des langues au sein d'une école du numérique, donc l'ISARD Digital, basée à Paris. Voilà. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud, bonjour à tous et à toutes. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, juste 2 informations importantes. La première, c'est que le webinaire va être enregistré. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes en catastrophe. Vous allez pouvoir le revoir plusieurs fois. Vous allez même pouvoir le communiquer à des personnes qui n'auraient pas été présentes aujourd'hui. Et la deuxième information, c'est que le 6 juin, on va organiser une deuxième session dans une autre école, donc une école de commerce qui est Schema, avec Hélène Duranton qui est directrice des langues. Donc voilà, si vous avez des collègues qui souhaitent également joindre cette deuxième session, n'hésitez pas à leur en parler. Et puis si vous avez vous aussi envie de participer à cette deuxième session en ayant quand même vu la première, n'hésitez pas, même chose, à vous connecter. Voilà. Juste quelques petites informations sur GoFluent avant de laisser parler Claire, parce que l'idée c'est vraiment de faire un focus sur les besoins exprimés dans l'école Lizard Digital et voir comment est-ce qu'on a répondu, mais l'idée c'est encore une fois de vraiment partir des besoins de Claire. Un petit mot sur GoFluent, c'est 19 ans d'existence, on est spécialisé sur l'enseignement donc des langues à distance. On forme aujourd'hui donc plus de 2 millions de personnes en fait depuis la création sur du distanciel, donc téléphone et e-learning. Sur la partie purement éducation, on travaille aujourd'hui avec plus de 160 écoles, voilà, partout en France. On compte 700 employés, on est présent dans une quinzaine de pays de manière physique. Et on propose aujourd'hui un enseignement sur 7 langues, donc avec énormément de richesse sur l'anglais, mais également sur d'autres langues, à savoir l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, le portugais, également sur du chinois, donc depuis janvier. Claire, est-ce que tu peux également nous donner quelques informations sur Isard Digital, qu'on sache un petit peu qu'est-ce que l'Isard, quel est un peu le profil des étudiants? Certainement, oui. Donc, ISAR, c'est une école de jeux vidéo, de 3D animation et de effets visuels. Nous avons aussi un cursus de Music and Sound Design. Et ça existe à Paris depuis 18 ans. Nous avons aussi une école à Montréal qui existe depuis plusieurs années. Et là, on a 200 étudiants. À Paris, à peu près 1000. Nous avons aussi un partenariat au Japon, 2 partenariats au Japon où nous échangeons des étudiants des formations et nous assistons au salon au Japon, etc. Donc, pour les salariés, nous avons plus de 50 salariés, plus beaucoup d'intervenants extérieurs qui participent à l'enseignement chez nous. Voilà, donc c'est des étudiants passionnés et qui ont vraiment besoin de l'anglais parce qu'ils vont partir dans des métiers internationaux, même s'ils travaillent en France. Beaucoup des studios où ils vont travailler en anglais pour au moins une partie. D'accord. Et justement, si on fait un focus sur les étudiants, est-ce que tu peux me décrire un petit peu le profil de ces étudiants? Oui, donc bien sûr, c'est très varié parce qu'il y a des artistes et des programmeurs, des musiciens, et ils travaillent en alternance. Donc, ils font des études, ils étudient chez les Arts une semaine et l'autre semaine, ils sont en stage dans les studios où ils vont travailler en permanence après. C'est-à-dire pas forcément le même studio, mais je veux dire le genre de studio. Donc, ils ont déjà à jongler avec ces 2 aspects de leur formation. Comme j'ai dit, l'anglais est essentiel pour eux, même parfois dans les stages en France, parce qu'ils ont souvent contact avec des personnes à l'étranger et beaucoup de documents, de tutoriels dont ils ont besoin pour s'améliorer sur le logiciel et tout ça, ça va être en anglais, donc ils ont besoin de comprendre.
Et le challenge pour nous, les profs, c'est que dans les classes, ils sont organisés par spécialisation, ce qui veut dire qu'on a des niveaux très hétérogènes pour l'anglais. Ils ne sont pas organisés par niveau d'anglais. D'accord, très bien. Effectivement, là, l'une des caractéristiques principales, c'est comme vient de l'expliquer Claire, c'est qu'une semaine sur deux, les étudiants ne sont pas physiquement dans l'école. Or, ils doivent quand même continuer à se former en langue à distance. Alors, justement, quelle a été la réponse de GoFluent et la réponse en fait de Lizard, c'est d'associer les cours en présentiel avec une solution distancielle. À savoir que les cours en fait en présentiel devaient vraiment être très orientés sur l'oral, c'est-à-dire bon, on peut de temps en temps faire des points sur la grammaire, mais l'idée c'était de dire on va maximiser le temps pour faire de l'oral, faire des simulations d'entretien, faire des préparations de simulations d'embauche, faire des jeux de rôle, faire des jeux de questions-réponses, etc. Donc ça c'était le premier point, c'est vraiment utiliser le temps des élèves en fait en physique sur l'école, vraiment sur l'oral, très axé sur l'oral. La deuxième chose, c'est que les étudiants de quatrième année, en fait, doivent préparer le TOEIC. Alors, même si GoFluent n'est pas une solution de préparation TOEIC, on a quand même des contenus qui permettent de s'améliorer, de travailler, en fait, seul et de préparer le TOEIC. Et donc, pour les étudiants de quatrième année, c'est vraiment important, en fait, d'avoir, en fait, cette amélioration pour préparer le TOEIC pour la sortie. Et puis le troisième point, c'était en fait de monter en compétence grâce à des contenus de qualité. Et l'une des caractéristiques en fait fortes de GoFluent, c'est aujourd'hui d'être capable de proposer des contenus riches en termes d'articles et de vidéos. On a noué des partenariats avec 3 éditeurs au niveau monde, qui sont l'AFP, The New York Times et Harvard Business Review. En fait, ces éditeurs nous permettent d'avoir énormément de contenus, articles vidéo, aussi bien sur du niveau A1 que sur du C2, dans toutes les langues disponibles, et d'avoir un renouvellement de contenu. Donc on a une base en fait qui est hyper large aujourd'hui en termes de thématiques. On a 18 thématiques, donc un étudiant de Lizard qui veut travailler sur par exemple une vidéo, sur les jeux vidéo ou sur un autre sujet, il va forcément trouver en fait les contenus qui va, enfin le contenu qui va le motiver, qui va lui donner envie de retourner sur la plateforme régulièrement et progresser. Voilà. Est-ce que Claire, tu peux nous parler plus spécifiquement du coup des étudiants de première année et de quatrième année? En effet, oui, parce qu'on avait deux besoins quand on a commencé à travailler avec GoFluent. Pour la première année, nos étudiants sont sélectionnés pour Lizard surtout sur leur capacité artistique ou pour la programmation, game design, etc., plus technique. Et on teste leur anglais parce que c'est très important, mais c'est plutôt pour évaluer leur niveau, pour situer s'ils ont besoin d'aide ou pas. Et donc, ils ne sont pas triés ou éliminés sur le niveau de l'anglais. Et donc, on a besoin justement d'identifier leur niveau et puis d'aider ceux qui ont plus de difficultés en anglais à bien suivre ce qui se passe en cours. Parce qu'en cours, on va parler de leur spécialisation, on va pratiquer l'oral, comme vous avez dit, et ils ont besoin de pouvoir suivre et profiter au mieux de ces cours. Donc, afin de les aider à bien profiter des cours oraux, ils ont besoin de pouvoir pratiquer déjà pour la compréhension et aussi pour s'exprimer. Et donc, c'est pour ça qu'en première année, on les propose une semaine semi-intensive dès l'arrivée à la rentrée où on travaille beaucoup avec GoFluent et GoFluent est donné comme support pour ces étudiants-là qui ont précisément besoin de ce soutien. Et donc, à partir de cette semaine semi-intensive, ils ont pris l'habitude de travailler avec cet outil qu'ils apprécient beaucoup et ils parlent souvent de comment ça les a aidés. Les vidéos, par exemple, ils aiment beaucoup particulièrement parce que je pense qu'ils manquent de confiance souvent à la compréhension orale. Et après, ils ont la possibilité de continuer à travailler avec GoFluent s'ils ont besoin de travailler tel ou tel aspect de leur grammaire où ils ne se sentent pas très en confiance. Et ça les aide à bien profiter des moments
qui sont précieux, je trouve, quand on est en présentiel avec eux. Donc ça, c'est pour la première année. Pour la quatrième année, c'est tout un autre besoin. Là, normalement, ils sont quand même assez, ils travaillent couramment avec l'anglais à ce moment-là. Mais on n'a pas envie de passer du temps à préparer le TOEIC en cours parce que c'est quelque chose quand même assez technique qui peut se faire tout seul. Et donc, avec les supports de GoFluent, qui a des TOEIC blancs, par exemple, ils peuvent travailler tout seuls pour préparer le TOEIC. Nous, on leur donne juste les clés essentielles. On leur dit aussi que pour préparer le TOEIC, c'est surtout une histoire de pratiquer en général. C'est juste travailler la compréhension orale et travailler la grammaire de manière générale. Donc, tout ce qu'il y a sur le portail peut les aider. Mais le fait qu'il y a des TOEIC blancs, ça les aide à se situer et savoir à quel point ils ont besoin de bosser avant l'épreuve le vrai. D'accord. Voilà. Alors, ça fait 3 ans maintenant que tu es associé dans ta pédagogie GoFluent. Quels résultats tu peux, enfin voilà, quels sont les résultats que tu peux observer après 3 ans en fait de collaboration avec GoFluent? Eh bien, nous commençons à avoir des personnes en quatrième année qui sont beaucoup plus sûres d'eux avec GoFluent parce qu'ils ont travaillé avec depuis le départ, certains. Parce que pour ceux qui se sentent moins en confiance, on peut aussi accorder des licences au deuxième et troisième année, mais c'est surtout le premier et quatrième qui les ont automatiquement. Et nous notons que ceux qui ont travaillé régulièrement sur GoFluent, souvent, ils ont les meilleurs scores au TOEIC. Pas que parce qu'il y en a qui sont déjà bilingues en arrivant ici, mais pour ceux qui n'avaient pas un niveau bilingue en arrivant, s'ils ont travaillé régulièrement, bah, on voit le résultat, on voit une amélioration claire et nette avec leurs résultats au TOEIC. Donc, ça, pour nous, ça confirme comment dire, les bienfaits de cet outil. D'accord. Et quels sont les outils les plus utilisés par les étudiants? Je suppose qu'ils utilisent principalement les vidéos, les articles. Est-ce que ça, tu as des remontées en disant, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, de ce type de document? Oui, c'est sûr que la compréhension orale avec les vidéos, c'est important pour eux. Mais surtout dans les dernières années, c'est aussi tout l'aspect anglais professionnel qui est très utile. Donc, je trouve que même ceux qui se sont confiants en anglais, ils utilisent cette partie parce que ça les aide pour préparer les entretiens d'embauche, les présentations, réunions, voyages, etc. Et donc, ils trouvent aussi qu'il y a du contenu pertinent pour eux. D'accord. Donc effectivement, en fait, peut-être que si vous ne connaissez pas encore GoFluent, on pourra très bien se mettre en relation et vous ouvrir des comptes. En fait, chez GoFluent, quelle que soit la langue, vous avez 5 types de contenus. Vous avez donc des vidéos, des articles que l'on prend en fait grâce à des partenariats donc, au sein de l'AFP, The New York Times et Harvard Business Review, donc articles, vidéos. Vous avez ensuite les how-to qui sont des contenus beaucoup plus tournés professionnels, ce dont parle Claire, Oui. à savoir comment animer une réunion, comment préparer une intervention, comment se présenter, etc. Quatrièmement, vous avez des contenus grammaire et enfin des contenus vocabulaire sur tout un tas de thématiques, métiers ou plus généralistes. Voilà. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues pour la prochaine rentrée ou même pour 2020 après? Eh bien, nous pensons éventuellement proposer GoFluent à des étudiants qui ont besoin d'apprendre le français aussi, parce qu'on a de plus en plus d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et on veut aussi maximiser ce qu'on peut obtenir sur la plateforme. Je suis consciente que j'ai pas encore vraiment bénéficié de la possibilité de créer des parcours personnalisés pour nos étudiants. Je les ai sur papier, mais je les ai pas programmés dans l'outil. Et je sais que ça, c'est une possibilité et ça me faciliterait le travail l'année prochaine. Donc,
ça, je vais mettre en place afin que quand ils viennent pour ce séminaire intensif, par exemple, en octobre, que tout est déjà prévu dans un parcours. Ils ont juste à cliquer plutôt que moi j'écris sur le tableau blanc. D'accord. Effectivement, il y a plusieurs possibilités pour un étudiant d'accéder à nos contenus. La première possibilité, c'est d'avoir une libre navigation. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, si je veux aller voir une vidéo de l'AFP qui traite d'une catégorie bien précise, donc je veux voir une vidéo dans le marketing d'un niveau C2, je peux très facilement y accéder. J'ai une libre navigation, je peux aller voir absolument le contenu que je veux, avec une recherche par mots-clés, etc. Une autre possibilité, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus dirigé. C'est-à-dire, comme l'a dit Claire, il y a des parcours de formation qui existent aujourd'hui. Donc, GoFluent a créé un certain nombre de parcours métiers, plus ou moins métiers ou plutôt généralistes. Vous souhaitez travailler sur, par exemple, un domaine de compétences bien précis, bah, vous allez avoir, par exemple, pour l'anglais et la communication, sur l'emailing, bah, vous allez avoir un parcours que l'on a déjà réalisé d'une quarantaine de ressources et vous pouvez très facilement assigner en fait ces parcours-là qui existent donc déjà, les assigner très facilement en fait à un étudiant en particulier ou à un groupe d'étudiants. Et puis, on peut aller encore plus loin, c'est que comme l'a dit Claire, bah, vous pouvez également créer vos propres parcours. C'est-à-dire qu'en partant, vous créez en fait un parcours, vous donnez le nom que vous souhaitez, vous choisissez les contenus que vous souhaitez parmi l'ensemble des contenus et vous pouvez l'assigner directement en fait aux étudiants. Voilà. En complément, vos professeurs peuvent également assigner donc des parcours, mais également des contenus. Donc, si vous avez un étudiant que vous souhaitez voilà, booster un petit peu, bah, vous pouvez sélectionner soit des parcours, soit des contenus et lui envoyer directement en fait via son interface. Donc on peut vraiment aller assez loin en fait sur la personnalisation en fait de l'interface côté donc côté étudiant. On n'en a pas forcément parlé là, mais vous avez également donc un autre aspect qui concerne en fait les professeurs, qui est la possibilité en fait de suivre toute la partie évolution. C'est-à-dire que Claire, lorsqu'elle a besoin d'avoir des notes ou des reportings sur l'activité, c'est extrêmement simple de le faire. Tout est centralisé, donc il suffit juste de sélectionner des dates et puis vous avez un tableau Excel que vous pouvez télécharger avec toutes les colonnes qu'il faut pour suivre l'activité, le nombre de contenus travaillés. Nous, en termes de suivi, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner? Bah, c'est le temps de connexion, le nombre de contenus travaillés, pas simplement ouverts, mais véritablement travaillés, les notes obtenues en fait sur ces contenus. On va pouvoir après, en fonction de vos objectifs, donc de vos critères de notation, va pouvoir générer des notes. Par exemple, moi, mes étudiants, ils doivent le premier semestre se connecter de telle date à telle date, ils doivent réaliser tant de contenu au niveau global ou alors par mois, et en fonction de leur activité, ben, je vais leur attribuer des points, et à la fin, ça va générer une note. Voilà. Donc tout ça, on s'en occupe. Tout est disponible en interne en fonction de vos critères. Ben, vous allez pouvoir générer très facilement en fait des reportings. Oui, c'est très utile pour motiver les étudiants pour avoir ces objectifs et les notes. Il faut un objectif. C'est-à-dire que si vous dites à un étudiant, bah, voilà ton accès et puis on se reparle dans 6 mois, ça va être compliqué. Par contre, si vous choisissez par exemple des parcours de formation ou même sans parcours, à partir du moment où l'étudiant il est guidé, qui sait que de telle date à telle date, il a tel objectif et que nous derrière on les mesure et on est capable de vous donner à la fréquence que vous voulez un système de notation basé sur vos critères, dans ce cas-là, l'utilisation en fait est vraiment au maximum. Voilà. On a terminé en fait cette première partie. La deuxième partie en fait va être vraiment dédiée à vos questions. Donc vous avez un chat qui est à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On pourra également après, voilà, vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas par la suite à me contacter par téléphone, à m'envoyer un email, on peut se voir, on peut se parler même à distance. Concernant en fait les questions, donc utilisez le chat et puis on va pouvoir les traiter ici avec Claire pendant encore allez, quelques minutes, on a du temps. 17h23, voilà. Donc, il nous reste encore 7 minutes, voire un petit peu plus si vous avez des questions. Il y a une question. Comment vous fixez en fait les objectifs d'utilisation de la plateforme?
Alors, je ne sais pas si on a bien entendu comment fixe-t-on les objectifs d'utilisation en fait sur la plateforme. Donc je vais peut-être laisser Claire répondre. Oui, c'est très intéressant comme question. Bien sûr, il faut penser aux charges de travail des étudiants et à leurs besoins. Et nos étudiants ici ont une charge de travail énorme. Mais on pense à qu'est-ce qui est vraiment vital pour eux, vital, essentiel dans leur parcours en anglais. On essaie d'équilibrer ça avec les autres travaux qu'ils ont. Et donc, je décide ce que je trouve raisonnable comme nombre d'heures qu'ils peuvent passer par semaine. Et je mets comme objectif, par exemple, 6 heures par mois sur le portail, selon les années. Je demande, par exemple, pour ceux qui vont passer le TOEIC, je demande qu'ils passent le TOEIC blanc. C'est un des objectifs. Il y a un deuxième TOEIC blanc. Ils peuvent avoir des points supplémentaires pour passer celui-là en option. Et donc, il y a un jonglage entre le temps passé sur l'outil, le portail, et des activités particulières que je veux qu'ils accomplissent. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Oui, très bien. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en termes de temps, ce qui compte le plus, c'est le nombre quand même d'activités réalisées. C'est-à-dire que le temps, on va vous le donner. Il faut savoir que nous, on va en fait arrêter d'enregistrer le temps au bout d'un certain nombre de minutes, voilà, qui est de 20 minutes. C'est-à-dire qu'un étudiant qui se connaît sur la plateforme et qui ne travaille pas réellement, au bout d'un moment, il va être tout simplement pas déconnecté. En tout cas, on va arrêter d'enregistrer son temps. Ça va pas fermer sa session, mais on sera capable après de vous donner véritablement le temps réel de travail. Un travail en fait sur un contenu, c'est-à-dire qu'il y a un contenu, il y a par exemple la lecture d'une vidéo ou d'un article. Il y a en fait après une deuxième partie qu'on appelle la partie Learn chez nous, qui est en fait la partie cours, qui est liée en fait au contenu travaillé. Et ensuite vous avez un quiz de validité des connaissances sur le contenu, sur la vidéo, sur le point de grammaire, etc. Donc il y a toujours en fait cette partie cours et la partie quiz qui va être associée à l'ensemble des contenus, sur 100% de nos contenus. Ce qui est important, c'est vraiment que l'étudiant aille au bout de l'effort. C'est-à-dire que si vous avez un étudiant qui se connecte et qui lit simplement un article sans aller au bout de l'effort, vous allez avoir un temps de connexion, mais vous n'aurez pas de contenu travaillé. Un contenu travaillé, c'est lorsque la personne a été au bout de son effort et donc elle a complété l'ensemble des questions du quiz. Et là, on va vous dire, voilà, elle s'est connectée 20 minutes, elle a travaillé sur un contenu et elle a eu 80% de bonnes réponses. Voilà. Oui. Et ils sont d'une taille raisonnable, je trouve aussi. C'est en effet pas plus que 20 minutes en général pour une activité, donc c'est raisonnable et c'est tout à fait digeste pour un étudiant à faire. Et si je peux rajouter quelque chose, je dirais c'est vraiment important, bien sûr, la régularité pour apprendre une langue et donc c'est important de le souligner pour les étudiants au début parce que bien sûr, les étudiants, comme beaucoup d'êtres humains, je pense, ils attendent à la dernière minute s'ils peuvent. Et donc, j'ai souvent la question à la fin du mois, est-ce que c'est vraiment à minuit à la fin du mois que l'objectif pour ce mois est terminé? Et je suis obligée de leur dire, bah oui, c'est un ordinateur qui va mesurer, c'est pas moi qui peux changer les règles. Donc, c'est important à souligner pour qu'ils sachent à l'avance et qu'ils s'organisent. Effectivement, quand vous avez un objectif en fait sur un trimestre ou même un semestre, il est important en fait de mettre des critères d'évaluation en fait mensuels pour pas que les étudiants, par exemple sur 6 mois, attendent le dernier mois pour réaliser 80 heures, etc. À partir du moment où vous avez communiqué sur un critère de notation sur des notes mensuelles en disant bah, vous devez vous connecter 6 heures par mois. Dans ce cas-là, l'étudiant, il va vraiment le faire parce que sinon il perdra des points en fait tous les mois. Voilà. Et si pendant un mois il se connecte que 4 heures, les 2 heures qu'il n'aura pas effectuées ne pourront pas être récupérées le mois suivant. Voilà. Parce que vous allez avoir en fait des points qui vont tomber tous les mois et vous aurez une note finale. Même chose généralement, vous avez aujourd'hui beaucoup d'écoles qui nous utilisent, qui vont en fait utiliser les notes de GoFluent à raison de 20 ou 30% de leur note globale de l'anglais. Donc c'est
jamais 100%, même 50%. C'est juste que vous allez avoir par exemple une note d'anglais cette année ou ce semestre, et 30% de cette note va par exemple dépendre de l'activité sur la plateforme. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais encore une fois, c'est important en fait que de générer des notes, et ça on sait vous le faire extrêmement facilement et directement via notre solution. Voilà. Désolé, on parle peut-être beaucoup, voilà, on va passer peut-être à la deuxième question. Est-il possible de cibler ou travailler une seule activité langagière sur la plateforme? Alors, est-ce qu'on peut travailler sur une seule activité langagière? Oui. À partir du moment où l'école peut très bien, par exemple, si vous souhaitez travailler sur une thématique bien précise, le mieux, c'est vraiment de créer un parcours de formation, de sélectionner vous tous les contenus que vous souhaitez et d'assigner en fait ce parcours-là à vos étudiants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà des parcours qui existent que vous pouvez utiliser tels quels. Par exemple, sur l'onglet de l'industrie, on a des parcours sur niveau intermédiaire et niveau avancé. Vous pouvez les utiliser tels quels. Ce sont des parcours d'une dizaine d'heures. Vous pouvez donc les assigner directement. Mais si vous souhaitez créer vos propres parcours, effectivement, vous sélectionnez en fait les contenus que vous souhaitez. Une fois que le parcours est prêt, vous pouvez l'assigner à soit la totalité de vos étudiants pour une école, soit uniquement à quelques étudiants. Les étudiants, quand ils sont, nous, enregistrés dans notre système, ils sont dans des groupes, donc ce qu'on appelle en fait des business units. Donc, c'est des groupes. Et après, chaque groupe vous permet de pouvoir gérer les étudiants en termes d'assignation de contenu, en disant je veux que ce parcours-là soit assigné à l'ensemble des étudiants de tel et tel groupe. Et ça vous permet également, quand vous avez des reportings sur un tableau Excel de des fois plusieurs milliers de lignes, alors c'est pas le cas ici, mais on peut avoir plusieurs milliers de lignes, simplement de faire des filtres et de retrouver les personnes que vous cherchez beaucoup plus facilement. Voilà. Ok, et il y a une question. Vous avez abordé les semaines intensives en début d'année. Est-ce en présentiel? Et si oui, comment articulez-vous cela avec GoFluent? Oui, alors ce que nous faisons généralement, quand c'est semi-intensif, c'est vraiment pas très long, c'est juste 3 heures tous les jours d'une semaine. Et donc, on fait 1 heure présentielle, 1 heure GoFluent, 1 heure présentielle. Donc, on met GoFluent en sandwich tous les jours. Et on recommande des exercices à faire à la maison après. Mais on trouve que c'est très aidant pour les étudiants de les accompagner dans les premiers pas sur GoFluent parce qu'ils ne réalisent pas toujours seuls toute la variété qu'il y a sur la plateforme quand ils sont tout seuls. Donc, on les met tous ensemble dans une salle avec des ordis et on circule entre les étudiants pour les guider pendant 1 heure de travail où chacun est seul ou parfois 2 étudiants peuvent travailler ensemble. Et comme ça, ils prennent l'habitude et je trouve que plus ils expérimentent la plateforme, plus ils prennent goût et ils vont travailler seuls dessus après. D'accord. Ok. Et une dernière question, est-ce que le temps passé est un critère le temps passé sur la plateforme est un critère de notation? En fait, strictement parlant, comme disait Arnaud, c'est plutôt les activités qui sont comptées dans les objectifs. C'est vrai que tout à l'heure, je disais tant d'heures, mais en fait, c'est plutôt 8 activités, par exemple, 8 activités dans le mois ou dans la semaine ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on mesure le temps. Après, le temps est mesuré dans le rapport que je reçois, mais c'est les activités qui comptent parce que c'est effectivement le plus important parce que après, ce que certaines écoles font, c'est qu'elles vont mettre en fait des coefficients. Par exemple, vous allez avoir trois notes, une pour le temps, une pour le nombre d'activités et une pour le pourcentage de réussite. Eh bien, vous allez peut-être mettre un coefficient 1 sur le temps de connexion et un coefficient 5 ou 6 sur le nombre d'activités. Lorsqu'on va regarder, quand vous allez avoir un reporting, vous pouvez très facilement voir les personnes qui ont travaillé correctement. En gros, c'est si vous avez eu 1 heure de connexion et que vous avez travaillé sur 24 contenus, il y a un vrai problème. Si vous êtes connecté 8 heures et que vous avez 2 contenus travaillés, il y a encore un problème. Donc normalement, un contenu qui est travaillé correctement, c'est 15-20 minutes maximum. Voilà. Donc
en 1 heure, quand vous avez un objectif, par exemple, par mois d'utilisation, ça peut être un objectif de temps, mais surtout de contenu. Voilà. Donc, partez sur le principe que en 1 heure, un étudiant va travailler entre 3 et 4 contenus. Voilà. Ça vous permet de communiquer sur un nombre de contenus et derrière d'utiliser plutôt l'heure pour contrôler que la personne a travaillé correctement. Et après, rien ne vous empêche de mettre donc des coefficients pour que ce qui est le plus d'importance, ce soit le nombre de contenus travaillés et le pourcentage de réussite, et beaucoup moins le temps de connexion. Voilà. Encore une fois, on va arrêter en fait d'enregistrer le temps de connexion lorsque une personne ne se connecte pas, enfin n'a pas d'activité réelle au bout de 20 minutes. Voilà. Donc le temps à prendre, voilà, on va vous le donner. Libre à vous, soit de le prendre comme un critère de notation, soit de lui donner peut-être moins d'importance que sur le nombre de contenus travaillés ou le pourcentage de réussite. Voilà. Okay. On arrive peut-être une dernière question. C'était une dernière question. Comment est-ce que c'était facile de sortir les reports de connexion, enfin les reports sur la plateforme? Alors oui, c'est simple. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les étudiants vont avoir leur propre évaluation en interne, donc ils vont savoir combien de contenus ils ont travaillé, etc. Et en même temps, côté professeur, vous avez un système qui vous permet d'avoir des reportings, on va dire, centralisés. Alors, vous allez avoir des professeurs qui vont avoir des vues limitées, c'est-à-dire que je suis professeur, par exemple, d'anglais et je gère uniquement le groupe A et le groupe C, et je ne vais voir que le groupe A et le groupe C dans mon exportation. Claire, par contre, qui souhaite avoir une vue globale sur l'ensemble en fait des étudiants, va pouvoir avoir un tableau qui va intégrer la totalité en fait des étudiants. Vous avez un système de filtre après si vous avez besoin de voir uniquement en fait un certain groupe. Vous allez vous connecter très simplement, vous sélectionnez les dates que vous souhaitez voir, alors soit ça peut être depuis septembre, soit même l'année précédente, et vous téléchargez en fait le fichier où on vous donne toutes les informations, y compris par langue, donc vous savez combien de contenus ont été travaillés en anglais, en allemand, en espagnol s'il faut, le nombre de pourcentage de réussite, et puis lorsque vous avez besoin d'avoir une notation, même chose, en fonction de vos critères, on va vous générer une note automatiquement via un tableau Excel, et ça c'est fait extrêmement rapidement. Voilà. En effet. On arrive en fait à la fin de ce webinaire. Je voudrais vraiment remercier Claire de nous avoir accueillis au sein de J-Art Digital à Paris. Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir bien voulu accepter notre demande de participation. Avec plaisir. Comme je vous l'ai dit au début de cette session, donc il y a un deuxième webinaire qui est enregistré, qui sera proposé le 6 juin. Dans une autre école, donc là on était aujourd'hui dans une école du digital numérique, on sera dans une école de commerce donc avec Schema, et c'est Hélène Duranton qui sera là donc, pour vous parler vraiment de ses besoins et qu'est-ce qu'elle a mis en place avec GoFluent. Donc rendez-vous le 6 juin. Si vous avez besoin en fait d'avoir un complément d'information, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ici donc mon adresse email. Vous allez pouvoir contactez-moi par email. On peut se rencontrer, on peut échanger par téléphone, etc. Je renouvelle mes remerciements. Merci Claire de nous avoir accueillis. À très bientôt et merci de votre présence. Au revoir. Merci, au revoir.